Cette semaine, dans l'actualité spatiale, un rover de la taille d'un Jeep se dirigera vers la Lune. Vendredi, Astrolab a annoncé avoir signé un accord avec SpaceX pour que son Flexible Logistics and Exploration Rover, ou FLEX, soit une charge utile sur une mission de frais Starship sans équipage qui doit décoller en 2026. Puis il s'agit donc du premier contrat de frais commercial de SpaceX vers la surface lunaire. Pour toutes vos nouvelles du spatial et bien plus, c'est... On le sait, là. Tout livre et tout ferme ta gueule. C'était pas un peu bizarre, ça? Non, le SMAD. Bienvenue dans votre actualité spatiale show. Ça, oui. Vendredi dernier, Venturi Astrolab, une compagnie qu'on connaît pas beaucoup, a signé un accord avec Space Exploration Technologies. Je connais pas ça. Ça, c'est SpaceX, oui, pour prendre son rover, le mettre à bord d'un Starship et l'envoyer sur la Lune en 2026. À la fin de cette mission, le Flex d'Astrolab deviendra le rover le plus grand et le plus performant à avoir jamais voyagé sur la Lune. Puis avec une masse maximale combinée de rover et de cargaison de plus de 2 tonnes, le rover Flex représente près de 3 fois la masse de son plus grand prédécesseur. Et cette capacité accrue offre beaucoup plus d'opportunités de mener des expériences scientifiques et des efforts commerciaux sur la surface lunaire. Astrolab a déjà signé plusieurs accords avec des clients pour transporter des charges utiles sur cette mission. Flex est beaucoup plus qu'un rover, c'est un système logistique pour les missions vers la Lune et Mars. Historiquement, les rovers planétaires ont été conçus sur mesure pour chaque mission spécifique. Ces missions ont généralement eu lieu environ une fois tous les 10 ans. Mais avec une augmentation rapide de la cadence de lancement ainsi que les augmentations de la capacité de charge utile des lanceurs, cette approche sur mesure de la conception des rovers est vraiment plus efficace. C'est pourquoi Astrolab a conçu le rover Flex pour transporter et déployer des charges utiles dans un système modulaire. Astrolab cherche à prouver les avantages d'avoir un rover hautement capable et polyvalent pour établir une infrastructure, mener des recherches scientifiques hautement prioritaires et déployer des démonstrations technologiques et d'autres systèmes spécialisés sur la surface lunaire. Astrolab prévoit que ce rover soit le premier d'une flotte de rovers Flex sur la surface lunaire qui accélérera la vision de la création d'une présence humaine permanente sur la Lune et éventuellement sur Mars. Starship est conçu pour transporter de grandes quantités de marchandises, y compris des rovers vers la Lune et Mars à des fins de recherche et d'exploration. Puis le développement d'avant-postes durables nécessitera une logistique et un transport lunaire à la surface de la Lune. C'est un peu comme ce que propose Astrolab. Puis en plus de pouvoir faire fonctionner Flex sur la surface lunaire depuis la Terre, eh bien Astrolab a conçu le véhicule pour servir de rover non pressurisé pour un équipage de 2 astronautes. Et cette conception est compatible avec les exigences de la NASA pour son véhicule de terrain lunaire, le LTV. Et ça, c'est le rover qui sera un composant standard du programme Artemis de l'agence à long terme. Flex est bien plus qu'un simple concept, parce que l'année dernière, l'équipe d'Astrolab a commencé à tester un prototype terrestre à grande échelle et entièrement fonctionnel du rover Flex dans le désert californien. Et les tests comprenaient à la fois des opérations en équipage et télérobotique, qu'on appelle le déploiement d'une variété de charges utiles importantes, des opérations scientifiques avec son bras robotique, puis des tests techniques des performances de mobilité du rover sur des terrains assez difficiles. Les tests se sont poursuivis dans des sites analogiques lunaires autour de la Californie dernièrement. Venturi Astrolab a pour mission de faire avancer l'humanité vers le prochain horizon en concevant, construisant et exploitant une flotte de rovers polyvalents pour tous les besoins de la surface planétaire. Formé par une équipe hautement spécialisée de vétérans de la NASA, d'anciens ingénieurs de SpaceX puis en plus du JPL, Astrolab se concentre sur la fourniture de solutions de mobilité adaptative essentielles à la vie au-delà de la Terre. Puis l'équipe possède une grande expérience, comme on vient de dire, dans l'industrie de la robotique terrestre et planétaire, des véhicules électriques, des vols spatiaux habités, puis bien plus encore. L'expérience approfondie d'Astrolab et de ses partenariats stratégiques avec un large éventail d'institutions de classe mondiale permettent de fournir des offres de mobilité lunaire et martienne avec une fiabilité, une flexibilité puis une rentabilité maximale. Astrolab et SpaceX est donc une recette gagnante pour le futur de l'exploration spatiale. En octobre dernier, une impulsion de rayonnement intense a balayé tout le système solaire et les astronomes l'ont rapidement appelé le bateau le plus brillant de tous les temps. C'était pas le bateau, c'était le boat. Bateau. On comprend pas. En tout cas, c'était pas toi le plus brillant de tous les temps. La source était un sursaut gamma, la classe d'explosion la plus puissante de l'univers, observé pour la première fois en octobre 2022 sous la forme d'une intense impulsion de rayonnement balayant le système solaire, le nommé GRB pour... Grosse roquette booster.
je disais, hein? Gamma Ray Burst. Avec le numéro, ils se sont forcés encore une fois 221009 Alpha, vous comprendrez, c'est la date, a déclenché des détecteurs sur de nombreux engins spatiaux et des observatoires du monde entier ont suivi. Oui, ce GRB avait l'air complètement ordinaire en termes de luminosité optique parce qu'il s'est produit derrière notre galaxie. Et la grande quantité de poussière le long de sa ligne de visée aurait diminué sa luminosité. Et cette poussière pourrait expliquer pourquoi la supernova n'a pas été trouvée. Puis s'il avait été observé à un autre point du ciel, le GRB serait apparu environ 40 fois plus brillant. Ce graphique compare l'émission rapide du boat ou bateau à celle de 5 précédents sursauts gamma long record. Oui, le boat était si brillant qu'il a effectivement aveuglé la plupart des instruments à rayons gamma dans l'espace. Mais les scientifiques américains ont pu reconstruire sa véritable luminosité à partir des données de Fermi. Les GRB comme celui-ci sont alimentés par des étoiles très massives à court de carburant s'effondrant en trous noirs sous leur propre gravité. Puis le matériau extrêmement chaud laissé par ce processus pourrait être un site de naissance important pour des éléments lourds comme l'or, imaginez. Et cette illustration montre les ingrédients d'un long sursaut gamma, ça c'est le type le plus courant. Le noyau d'une étoile massive qui est à gauche s'est effondré, formant un trou noir qui envoie un jet de particules se déplaçant à travers l'étoile qui s'effondre. Dans l'espace à presque la vitesse de la lumière, imaginez le rayonnement à travers le spectre provient d'un gaz ionisé chaud qu'on appelle le plasma qui est à proximité du trou noir nouveau-né. Des collisions entre les coquilles de gaz déplaçant rapidement dans le jet, ça c'est l'onde de choc interne, et du bord d'attaque du jet lorsqu'il balaie et interagit avec son environnement, ça c'est le choc externe. Les mesures indiquent que le signal a voyagé pendant environ 1,9 milliard d'années avant d'atteindre la Terre, donc c'est pas récent ce signal-là. Les astronomes pensent que ces sursauts représentent le cri de naissance d'un trou noir qui s'est formé lorsque le noyau d'une étoile massive s'est effondré sous son propre poids. Comme il ingère rapidement la matière environnante, le trou noir projette des jets dans des directions opposées contenant des particules accélérées à une vitesse proche de la lumière. Et ces jets traversent l'étoile émettant des rayons X et des rayons gamma lorsqu'ils se propagent dans l'espace. Puis au fur et à mesure que les jets continuent de se dilater dans la matière entourant l'étoile condamnée, ils s'estompent progressivement. Ça diminue. Et les jets eux-mêmes n'étaient pas extrêmement puissants, mais ils étaient extrêmement étroits. Puis imaginez, c'est étroit comme ça et ça pointe vers la Terre. C'est un peu comme le tuyau d'arrosage que vous utilisez l'été. Le jet est vraiment étroit, donc en direction de la Terre, mais c'est un peu pour ça qu'on a ces sursauts. Et plus nous regardons un jet de face, plus il apparaît brillant. Puis il pourrait donc être possible de prouver que les jets du boat ou bateau étaient alimentés en puisant dans l'énergie d'un champ magnétique amplifié par la rotation du trou noir. Wow! Le sursaut offre l'occasion d'explorer une grande question cosmique. Les trous noirs consomment tout, ça on le sait déjà, mais renvoient-ils de l'énergie à l'univers? Oh, c'est ça la question. Bepi Colombo a capturé ses premières vues de Mercure lors d'un survol le 1er octobre 2021, puis ça on le sait déjà, mais comment un vaisseau spatial ressent un survol planétaire? Parce que Mercure est si proche du Soleil, il est difficile de l'observer directement depuis la Terre, sauf à l'aube ou au crépuscule, lorsque la luminosité du Soleil n'éclipse pas la planète. Mais cependant, 13 fois par siècle, les observateurs sur Terre peuvent observer le passage de Mercure sur la face du Soleil, un événement appelé transit. Oui, ces transits rares se situent en quelques jours entre le 8 mai et le 10 novembre. Les transits précédents ont eu lieu le 7 mai 2003, 8 novembre 2006, 9 mai 2016, puis le 11 novembre 2019, donc c'est quand même assez rare. Le premier vaisseau spatial à visiter Mercure était le Mariner 10 de la NASA, qui a imagé environ 45% de la surface. Le vaisseau spatial Messenger de la NASA a survolé Mercure 3 fois et a orbité la planète pendant 4 ans avant de s'écraser à sa surface à la fin de sa mission. Et l'Agence spatiale européenne et la JAXA ont lancé une mission conjointe sur Mercure en 2018. La mission appelée Bepi Colombo est composée de 2 engins spatiaux. Les a construit le vaisseau spatial principal, le Mercury Planetary Orbiter, puis la JAXA, de son côté, a fourni le Mercury Magnétosphérique Orbiter. Bepi Colombo a capturé ses premières vues de Mercure lors d'un survol le 1er octobre 2021. Mais comment un vaisseau spatial ressent-il un survol planétaire? Eh bien, dans cette vidéo, l'accéléromètre à ressort italien ou ISA à bord de l'orbiteur planétaire a enregistré les vibrations puis les mouvements du vaisseau spatial alors qu'il survolait Mercure en octobre 2021. Au
total, 9 survols sont prévus pour aider à diriger le vaisseau spatial en orbite fin 2025. Et il commencera sa mission scientifique principale au début 2026, on l'oublie pas, Bepi Colombo. Saviez-vous que le premier drapeau sur la Lune était blanc et fabriqué en Suisse? Hey, t'as changé de chandail. Oui, j'ai changé de chandail. J'aimais mieux l'autre. Qu'est-ce que je te dis? Tant pis. Le premier drapeau déployé à la surface de notre grand satellite terrestre n'était en fait pas le fameux drapeau américain déposé par Edwin Buzz Aldrin, mais un franc drapeau made in Switzerland. Oui, le 20 juillet 1969 ou le 21, sous certaines attention, Starship. latitudes. On se souvient que ça dépend où vous êtes dans le monde, là, mais c'est 20 ou 21. Un petit quart d'heure après le petit pas pour l'homme de Neil Armstrong, eh bien Edwin Buzz Aldrin descend du module lunaire Eagles. À près de 384 000 km de la Terre, il saisit un mât télescopique qu'il plante sur notre satellite naturel et déroule la longue feuille d'aluminium qu'il contient. Oui, maintes fois réalisé à l'entraînement, la manœuvre lui prend une vingtaine de secondes, pas plus. Et ce n'est qu'ensuite que sera planté le drapeau américain que les deux astronautes s'entretiendront avec le président Nixon au téléphone. L'équipe qui a travaillé sur le Solar Wind Composition Experiment, l'une des expériences menées par l'équipage d'Apollo 11 sur le sol lunaire, appartenait à l'université de Berne. La soi-disant expérience de composition du vent solaire impliquant l'utilisation d'un instrument en forme de drapeau a été le tout premier test effectué par les astronautes Neil Armstrong et Edwin Buzz Aldrin sur la surface lunaire. L'initiative revient à un chercheur, Johann Guess, le physicien allemand naturalisé suisse qui est décédé le 30 janvier 2020. Mené par l'université de Berne et le Fonds national suisse de la recherche scientifique, cette expérience était à la fois simple et très importante au niveau scientifique. C'était l'un des rares tests à être effectué lors de chaque expédition lunaire. C'est la seule expérience non américaine à faire partie d'Apollo 11. Et le drapeau se composait d'une feuille d'aluminium mesurant 1,4 mètres sur 30 cm, fixé à un poteau faisant face au Soleil. Johann Guess a même réussi à faire déployer par la NASA la voile solaire suisse avant de mettre le drapeau américain afin de maximiser le temps d'exposition de la feuille. Et le professeur Guess avait conçu l'expérience pour étudier le flux continu dans l'espace de particules chargées du Soleil appelé vent solaire. On connaît ça ici, nous, le vent solaire. Les astronautes ont exposé la feuille au Soleil pendant un total de 77 minutes par les astronautes d'Apollo 11, permettant aux particules du vent solaire de s'incorporer dans la feuille. La feuille d'aluminium a ensuite été ramenée sur Terre pour être analysée en laboratoire. Ça a permis de déterminer la composition chimique des particules incorporées dans l'instrument de mesure. Et on parle de deux isotopes, le deutérium et l'hélium-3, puis ça c'est venu au monde quelques minutes après le Big Bang, le début de l'univers. Johann Guess a suivi ces expériences ainsi que de nombreux autres tests spatiaux innovants visant à trouver la composition de la matière autour du Soleil, des planètes, des comètes et du gaz interstellaire. Outre les célèbres expériences des missions américaines Apollo, Johann Guess a également fait partie de l'équipe de travail du projet Giotto de l'ESA pour son voyage historique à la rencontre de la comète Halley en 1986. Et on se souvient de la comète Halley, vous pourrez aller voir la vidéo. Bon, il essaye de mousser sa vidéo encore. Savoir faire une place à, disons, l'imprévu quand il se présente, c'est bien aussi. Ça me donne rien, c'est pour vos connaissances à vous en réalité. Mais il est probablement mieux connu comme l'un des pères de la mission ESA-NASA-Ulysse et l'un des meilleurs chercheurs pour la qualité du travail et pour la durée des expériences. Le physicien a été l'un des principaux architectes du programme scientifique spatial en Suisse et a terminé sa carrière avec la création et la direction de l'International Space Science Institute basé à Berne. Alors un gros merci à Johann Guess qu'on connaissait pas tant, c'est important de partager. Merci à ces pionniers de l'espace. Et c'est maintenant l'heure du chapitre 5 de ce qui a retenu mon attention cette semaine. C'est pas la bonne couleur. Bon, il fallait qu'ils le disent. T'as inversé les couleurs de deux chapitres. Ben oui, j'ai inversé les couleurs de deux chapitres. Je me suis trompé. Ben, c'est des choses qui arrivent. Hein. Recommence. Recommence. Hey, t'es pas mon boss, man. T'as-tu une cravate dans le cou? Je vais me plaindre au syndicat. T'as pas de syndicat? Avec un syndicat au sang, encore un très beau test. Est-ce que directeur de prise de vue de fusée est un vrai métier? Oui, la semaine dernière, Blue Origin a effectué un test réussi suite à l'assemblage de la chambre de poussée de son moteur BE-7 au banc d'essai du centre spatial Marshall de la NASA. Cette compagnie semble sur la bonne voie pour son programme de développement de moteur. Puis pour ceux qui ne connaissent pas le moteur BE-7, ben, c'est le moteur qui doit permettre l'alunissage du module Blue Moon de Blue Origin. Parce que les LED BE sont très utilisés dans cette compagnie, mais en gros, le BE-7 utilise un peu
la technologie du BE-3. Puis le BE-3 provient du New Shepard de Blue Origin, justement. Le New Shepard, lui, qui s'en va simplement dans l'espace et qui revient, il va pas en orbite, donc du tourisme. La sphère de l'univers compte 380 000 points gravés au laser, chacun représentant une galaxie révélant la plus grande structure à l'échelle de notre univers. Il contient une carte 3D des galaxies dans un volume couvrant 800 millions d'années-lumière. Wow! Jean-Claude Boutique a écrit la semaine dernière dans les commentaires « Le Starliner est fini, capote, n'existe plus, etc. » Oui, c'est pas encore le cas, mais t'as bien raison, il est pas au sommet de sa forme. Le lancement du premier vol habité de la capsule Starliner de Boeing vers la Station spatiale internationale devrait avoir lieu en juillet. Après de multiples reports annoncés mercredi, le géant américain de l'aéronautique et la NASA, ça sera donc pas avant le 21 juillet. Soyons patients, de toute façon, on a toujours le merveilleux Dragon de SpaceX. Bon, j'aime vous le dire, les prochains événements que j'ai trouvés, ils n'ont pas à voir toujours avec le spatial. Mais on aime tout sur Blue Dot Futur et la curiosité n'est-elle pas la raison de la vie? C'était beau. Merci, man. J'ai trouvé ça beau. C'est rare que... C'était poétique. tu dis ça. J'aime ça, tes nouvelles. Je suis bien ici. Tu me touches. Je te touche. Pas pantoute! Je t'emmerde. En réalité, il veut pas perdre sa job. Cette photographie montre la fosse fraîchement creusée avec des guerriers vieux de 2000 ans montrant encore la palette de couleurs d'origine avant la détérioration rapide qui les a rendus tels que nous les connaissons aujourd'hui. C'est quoi qu'il y a dans la main? Un smartphone? La joke. Connaissez-vous un Nunatak? Eh bien, c'est le sommet d'une montagne qui dépasse d'un champ de glace ou d'un glacier. Un excellent exemple a été capturé sur cette photo par Renan Osterk en Antarctique. Ici, filmé à 700 images par seconde, cette vidéo de Slow Mo Guys vous montre les entrailles les plus profondes d'un globe oculaire. C'est intéressant de noter que l'inertie des fluides de l'iris fait bouger l'iris après que le globe oculaire a cessé de bouger. L'œil humain est tellement au-dessus de ce que vous pouvez imaginer. Pas besoin de chercher la technologie la plus avancée autour de vous, vous l'avez sous vos yeux. Dans vos yeux? Mes amis, cette semaine, c'était le début du Cybertruck de Tesla. Ouais, il y en a partout. Vous allez commencer à en voir autour de vous très bientôt. C'était juste pour vous dire ça. Les avalanches sont toujours impressionnantes. On les connaît, on les aime. Alors, je vous partage celle-ci aux États-Unis dans un centre de ski en Utah. Here it comes, bro. Oh, we are... Ici, bien, c'est le corps momifié du Toutankhamon. Peux-tu répéter? Toutankhamon. Eh bien, ce corps a été la source d'un nombre immense de découvertes scientifiques et parmi celles-ci, il contient également la plus ancienne preuve génétique connue de l'existence du paludisme. Et le paludisme, c'est une maladie infectieuse qui se transmet par des parasites transportés par des moustiques. Souvent une simple piqûre d'un moustique infecté. Wow! La maladie peut rapidement devenir mortelle, souvent dans les 24 à 48 heures. Et l'été arrive, oui, on aime ça. Attention à vous! Ça dépend que vous êtes où dans le monde, parce qu'ici, les moustiques sont pas si dangereux. Un requin de 652 kg a apparemment passé des années à dessiner une image de lui-même. Le requin a un grand blanc, comme on aime, nommé Breton. Il porte le nom du Cap Breton, c'est là qu'ils l'ont trouvé. A été équipé d'un tracker satellite pour donner aux chercheurs des mises à jour occasionnelles sur sa position. Puis bizarrement, au cours des 2 dernières années, le chemin de ses mouvements le long de la côte est des États-Unis, ressemble à un dessin au trait d'un requin. Quelle histoire! Et je termine avec ce souvenir de photos en haute résolution, ou pas vraiment, de Mariner 7 lancé en 1969, ainsi que son jumeau Mariner 6 lancé un mois plus tôt, qui ont été envoyés sur Mars pour étudier sa surface et son atmosphère lors de survols rapprochés. Et nous apercevons à gauche la photo de Mars prise par Mariner 4 en 1965, puis à droite celle de Mariner 7 en 1969. Hey, c'était déjà beaucoup mieux! Quelle aventure! Wow! Puis je travaille présentement à l'écriture d'une vidéo de cette mission qui devrait sortir dans les prochaines semaines. Donc abonnez-vous ou si vous voulez pas, venez faire un tour de temps en temps parce que les algorithmes sont pas toujours de mon côté, de votre côté non plus si vous voulez avoir toutes les informations sur ces missions géniales qui ont été créées par des humains, oui, des humains bien simples comme vous et moi qui avaient juste une grande passion. Venez avec nous dans ces voyages à travers le temps, oui, retour vers le futur. Oh, ça marche! J'ai enfin réussi à inventer quelque chose qui marche! Et ça complète votre actualité spatiale chaude de la semaine. Hey, merci d'avoir fait partie de l'aventure Blue Dot Futur encore une fois cette semaine. Et comme disait Confucius... Encore Confucius cette On semaine. l'aime, Confucius. Ben oui.
Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Hey, pensez-y, c'est tellement vrai. Puis on travaille toute notre vie en plus. Ça vaut la peine d'aimer ce qu'on fait. La vie passe trop vite. N'oubliez pas d'alimenter vos passions, de regarder le ciel de temps en temps et d'être Blue Dot parce que le futur, ça commence maintenant. Adios, amigos. Autopilot activated.